Madame, monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, la dette publique marocaine et le rachat de Twitter par Elon Musk, bien sûr. Pour commencer cette question, pourquoi le FMI tire la sonnette d'alarme sur l'endettement du Maroc? Dans sa dernière publication, le Fonds monétaire international a en effet souligné que la situation risque de s'aggraver encore plus cette année avec un taux de près de 77% du PIB. En 2023, ce ratio devrait se situer autour de 77,5% du PIB, toujours selon le FMI, et il pourrait même atteindre les 78% du PIB en 2024. Qu'est-ce qu'un seuil critique de la dette publique? Quelles en seraient les conséquences si ce seuil vient d'être franchi? Si les taux d'intérêt sont une source de risque majeur pour l'endettement d'un État, le Maroc est-il à l'abri de grandes fluctuations à l'international? La part du court terme dans le portefeuille de trésor, comment tout cela fonctionne? Eh bien, deux experts en la matière répondront à nos questions et aux vôtres, bien sûr, ce soir. Sans transition en seconde partie de l'émission, nous allons revenir sur un deal qui a suscité beaucoup de réactions avant, pendant et après sa finalisation. Beaucoup de bruit pour rien, pour reprendre le titre du célèbre livre de Shakespeare. En tout cas, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, vient de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars après une résistance féroce de son conseil ou du conseil d'administration du réseau social. Pourquoi autant de résistance? Quels sont les dessous et les implications de ce deal des 44 milliards pour les 480 caractères? On en parle à bâton rompu avec Maro El-Khaïsta Al-Hajibril, chercheur et analyste en actifs numériques et blockchain. Mais avant tout, et pour tout comprendre à la problématique de la dette publique, je reçois sur ce plateau ce soir professeur Zakaria Ferrano. Bonsoir. Bonsoir. Et professeur Hassan Al-Arafi. Bonsoir à vous également, professeur. Bonsoir. Vous êtes tous les deux professeurs dans des filières différentes, bien sûr, mais à la même faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, à l'université Mohamed V à Rabat. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Et à l'université Mohamed V, bien représentée ce soir. Et justement, puisqu'on a deux académiciens avec nous sur le plateau, et bien sûr, nous avons avec nous un public averti, mais pas que. Si on commençait avec un peu de pédagogie, qu'est-ce qu'une dette publique? Comment est-elle calculée? Qu'est-ce qui la différencie de la dette du Trésor? Et comment est-elle constituée? Professeur Ferrano. Très bien. Bon, premièrement, la dette publique, la dette publique dans tous les pays, c'est pas uniquement le Maroc, c'est décomposé en deux. Donc normalement, nous avons la dette extérieure, donc la dette extérieure publique, et nous avons également ce qu'on appelle la dette interne, ça veut dire la dette intérieure du Trésor. Et donc là, il faut spécifier entre deux éléments. On parle de dette publique lorsqu'on parle un peu d'endettement qui est pris par l'État et par l'administration publique. On ne parle pas de la dette privée, ça veut dire la dette qui est prise par les acteurs hors État. Et donc là, dans cette conception de dette publique, donc nous avons les deux compartiments, la dette intérieure, donc qui est prise sur le marché interne, que ce soit sur le marché des bons de trésor, sur les marchés, je dirais, les différents marchés des capitaux qui sont, je dirais, en interne, et aussi auprès des institutions financières et autres institutions qui sont assujetties à faire ça. Et nous avons aussi la dette extérieure, et donc c'est là où lorsque, je dirais, le Maroc ou le Trésor, il sort à l'international pour pouvoir emprunter au niveau, que ce soit au niveau des prêteurs multilatéraux, bilatéraux, etc. Et donc pour pouvoir un peu financer généralement des programmes que je dirais que rentrent un peu dans ce qu'on appelle les programmes gouvernementaux par rapport aux réalisations, aux objectifs qui sont effectués. Maintenant, je reviens sur l'idée que vous avez soufflée tout à l'heure, c'est que on a vu un peu que le FMI, il n'y a pas uniquement que le FMI, nous avons aussi les agences de notation qui ont tiré des sonnettes d'alarme concernant la notation. Oui. Donc nous avons vu un peu que le Maroc a perdu son investment grade par rapport au, je dirais, en 2020, etc. Il y avait toute la polémique entre le gouverneur de la Banque centrale, entre aussi le ministère des Finances et également les agences de notation. Et donc là, c'était réellement par rapport à la question de la dette publique. Et donc ce qui est problématique, attention, ce n'est pas le taux lui-même, parce qu'on parle de 77% du PIB. Je pense que ce n'est pas un taux très élevé comparativement à d'autres pays, soit qui sont dans la région, ou aussi dans des pays qui sont dans toutes les classes de revenus de pays, ça veut dire les pays à revenus très élevés, à revenus moyens, à revenus faibles, nous avons des taux qui sont différenciés. Donc la problématique réelle, c'est pas ça. La problématique réelle, c'est la tendance. Le Maroc s'inscrit dans une tendance haussière en matière de taux d'endettement. Et c'est là où vraiment le FMI il est en train d'alarmer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que
lorsqu'on parle de dette publique, on parle aussi de, je dirais, égal, la soutenabilité budgétaire. Donc la question de soutenabilité budgétaire, c'est-à-dire est-ce que le Maroc a la capacité sur le long terme, le moyen et le long terme, de pouvoir honorer les engagements, surtout en matière de rémunération, en termes d'intérêt par rapport à la dette, que ce soit la dette extérieure, et je pense que c'est principalement la dette extérieure, mais également il y a aussi... Qu'est-ce qu'elle représente, cette dette extérieure, messieurs, par rapport à l'ensemble de l'endettement? Si on parle de dette publique aujourd'hui, la dette extérieure est-elle majoritaire ou minoritaire? Non, minoritaire. Minoritaire. C'est à peu près, je pense... Alors pourquoi on s'en inquiète autant? Pourquoi on ne s'inquiète pas autant de la dette intérieure? Bon, je laisse Sarah faire. Professeur Alafi. Nous sommes devant un énigme que les citoyens ils sont censés de connaître de quoi en parler. On devrait faire comme le disait Balzac, il faut être simple et non simpliste. Absolument, c'est voilà. pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vraiment, on veut expliquer. Vraiment, pour simplifier aux téléspectateurs de quoi on parlait au juste et pourquoi tout ce débat sur la dette publique. Alors d'abord, en termes de terminologie, il y a des choses qu'il faut bien distinguer. Les chiffres que vous avez soulignés tout à l'heure, ce sont des chiffres du FMI qui parlent de la dette du Trésor, pas la dette publique. Et donc, pour expliquer quelle est la différence entre les deux, c'est que l'État, il s'endette en tant qu'État, en tant qu'une administration. Mais il y a des organismes satellites qui s'endettent au nom de l'État, qui sont les établissements publics. Et donc, quand on parle de la dette publique, il y a la dette de l'État, il y a la dette garantie par l'État au profit des établissements publics, il y a la dette des collectivités territoriales. Je donne des exemples. Lorsque les ministres s'endettent, c'est la dette du Trésor, c'est le ministère. Lorsque les établissements publics tels que l'OCP ou l'ONE, ils ont des contrats des crédits dans le marché financier international, c'est l'État qui garantit. Ils ne peuvent pas recevoir un sou s'il n'y a pas la garantie de l'État. Au cas où ils sont insolvables, c'est l'État qui devrait. Alors, les rapports qu'émet le ministère des Finances à l'occasion de la loi de finances, ils ne portent que sur la dette de Trésor. Cette 77% uniquement la dette du Trésor, pas la dette publique. Et donc, il y a aussi les collectivités territoriales qui peuvent contracter par la garantie de l'État auprès des instances, des bailleurs de fonds internationaux, tels que le dernier prêt qui a été accordé à la commune de Casablanca de 172 millions d'euros. Et donc, cette cagnotte, elle est à 96%, pas à 77%. Cela signifie quoi? Pour que les citoyens comprennent l'importance de la dette et quel est le fardeau de la dette sur leur vécu. Signifie que, quand on dit 80% ou 96% du PIB est réservé à la dette, signifie le PIB, signifie la richesse de la nation, c'est-à-dire vous, moi, les administrations, on crée de la richesse. On a créé 100 dirhams. On doit réserver 96 dirhams pour rembourser la dette. Autrement, en divisant... Pour rembourser cette dette elle remonte à quand déjà? Non, je ne parle pas de la dette implicite. Je parle de la dette annuelle, pas la dette implicite. Signifie que le citoyen qui n'est pas encore né, il a déjà la tête sous l'eau. C'est pour ça que je dis, elle remonte à quand cette dette? D'où ma question. Maintenant, quand vous dites combien on est endetté, je peux dire avant votre question ou après votre question. Parce qu'il y a un non-cours. Oui, bien sûr. Il y a un non-cours. Aux années 80, la France avait remboursé une dette qui remonte à Napoléon. Donc aujourd'hui, on peut rembourser parce qu'il y a un non-cours. C'est ça. Voilà. Parce que parmi les choses aussi à laquelle nous lions cette dette, c'est à cause de la Covid. On dit non, parce qu'on a emprunté pendant la Covid, c'est pour ça que l'endettement... La dette, elle s'était exacerbée. Oui, exacerbée, mais il y avait déjà... il y avait un prérequis à ce que ça soit exacerbé. Ça, c'est un phénomène international. International, oui. On ne doit pas pleurnicher parce qu'on a un taux. Le Japon, il a 240% du PIB. Mais qu'est-ce que crée le Japon comme richesse? On va y arriver. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, le citoyen marocain, il a dans son ardoise, avant qu'il soit né, 32 000 dirhams qu'il doit payer chaque an. C'est-à-dire qu'il est endetté par la dette qu'on a. La dette, sa structure, comment est-elle? On a presque 24 ishichouya de la dette extérieure. Le reste, c'est la dette intérieure. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce qu'on a une gestion intelligente de la dette et pourquoi on s'endette d'abord? Alors, vous posez les questions, répondez à ces questions. Je vous en prie, professeur. Alors, pourquoi on s'endette? Parce que, pour expliquer d'une manière très simple,
La gestion des finances publiques ne se diffère pas de la gestion d'un ménage. C'est le même raisonnement. C'est-à-dire que vous avez des recettes courantes, vous avez des dépenses courantes, et donc vous avez des investissements à faire et vous avez un besoin de financement. Donc l'État, il s'endette pour couvrir les besoins de financement, parce qu'il n'a pas les bijoux de famille, la privatisation à vendre. On n'a pas quelque chose à vendre maintenant. Et on parle de privatisation aussi. Oui, maintenant, même dans la loi de finances, on a intégré les recettes de privatisation comme une recette courante. Moi, je souscris en fond à cette démarche. Ça a induit en erreur beaucoup de calculs, d'ailleurs. Bon, le déficit, il est mal calculé, je vous rassure, chez nous. Et donc, en ce qui concerne, on s'endette pour couvrir les besoins de financement ou on s'endette pour couvrir les besoins en déficit extérieur. Parce qu'aujourd'hui, avec le flottement de dirham, le Maroc, il a toujours besoin que sa cagnotte soit remplie de devises. C'est ça. Et donc, devant un déficit jumeau, ce qu'on appelle le déficit jumeau, le déficit de la balance de paiement, et le déficit budgétaire, l'État, il est devant une exigence pour s'endetter. Alors, voilà les raisons pourquoi il s'endette. Est-ce que cette dette, elle est gérée d'une manière optimale pour qu'il puisse avoir ses effets induits en amont et en aval ou pas? Comment elle est gérée? Mais si on n'a pas de croissance, comment on peut gérer ça? On va y arriver. Je pose la question justement. Si on n'a pas de croissance, comment mieux gérer les recettes et ne pas s'endetter davantage? Bon, premièrement, il faut prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un débat. Je pense aussi dans les couloirs du FMI, c'est qu'on est en train de développer une nouvelle théorie qui s'appelle un peu wave of debt, ça veut dire la vague d'endettement. Et on a compris, donc, si on prend un peu, on revient jusqu'à les années 70, de 70 jusqu'à maintenant, on a compris qu'à chaque fois qu'il y a une crise qui aborde, je dirais, les économies, quel que soit le type d'économie, nous avons de l'endettement qui augmente. Et le FMI l'a remarqué dans ses travaux qu'à chaque fois que nous avions une crise, on avait des taux qui étaient à 2 chiffres en matière d'endettement qui augmentaient. Et ce n'est pas uniquement au Maroc, c'est dans tous les pays. Et donc là, la crise Covid, ou je dirais aussi même, on ne sait pas ce que va donner la crise ukrainienne avec la Russie, etc., sur l'année 2022. Donc, à chaque fois qu'on avait une crise, il y avait une augmentation massive de l'endettement. Mais le problème central, c'est ce que vous avez soulevé, je pense que c'est l'Arafi l'a soulevé également, c'est que c'est le problème de soutenabilité. Parce que tous les modèles en économie, ils parlent de soutenabilité. C'est-à-dire, ce qui est très important, ce n'est pas le chiffre. Il faut savoir, est-ce que nous arrivons à générer de la croissance? Et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, au Maroc, je pense que le FMI aussi a ses modèles de prévision. Il comprend que le Maroc, sur les 5 ans qui vont venir, il ne va pas dépasser un seuil de 3 à 4% de croissance. Et donc là, d'après ces modèles, il sait très très bien. Je pense que on connaît un peu les couloirs du FMI, comment ça fonctionne, mais je sais très bien que normalement, si on n'a pas un taux de croissance qui dépasse en quelque sorte le taux, le coût de l'endettement, parce que là, il faut confronter le taux de croissance avec le coût de l'endettement. Aujourd'hui, lorsqu'on rentre un peu dans la dette, je prends tout, la dette confondue, je parle certainement de la dette extérieure en particulier, le coût de l'endettement est aux alentours entre 3,5% à 4%. Et donc là, sur les modèles qu'on connaît, les modèles je ne vais pas citer de nom, d'Omar, etc., que ce soit les classiques, les keynésiens, il faut que le taux de croissance, je parle en termes réels, il faut qu'il dépasse le coût de la dette. Et donc là, dans cette situation-là, le Maroc, on n'est pas dans cette situation, je pense, cette année-là, si on arrive à 1,5%, comme ça a été cité par le gouvernement, je pense que ça sera une réalisation. Et donc là, si on arrive à ce taux-là, ça sera en deçà, ou je dirais, ça sera très inférieur par rapport au coût de la dette. Ce qui est très important aussi, je vais rentrer un peu dans la question un peu microéconomique de la dette, c'est que ce qui est inquiétant dans la dette du Maroc, c'est que la duration de la dette est en train d'augmenter, la duration moyenne. Donc lorsque je parle de la duration moyenne, ça veut dire en quelque sorte, je ne sais pas comment l'expliquer de façon plus simple, mais je dirais la durée moyenne de toutes les plates, je dirais les dimensions d'endettement qu'a le Trésor. Si je prends la dette de court terme, moyen terme, et je fais la moyenne, je simplifie comme ça, on appelle la duration, c'est en quelque sorte c'est 7,5 ans. Donc c'est 7,5 ans. Ça a été, il y a 4 ans, on était aux alentours d'entre 6 et 5 ans. Plus ça s'allonge. Voilà, plus ça s'allonge, plus il y a de risques par rapport au taux d'intérêt. Et donc là, risque de varier plus. Ah oui, parce que le risque que la courbe des taux change de tendance, ou la courbe des taux, elle se renverse, si je peux dire ça, ou avoir une courbure qui est différente à ce qu'on voit aussi, va être plus importante. Et donc là, le FMI, lorsqu'il prend ces indicateurs, la duration qui augmente, le coût de la dette qui commence un peu à augmenter, il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que sur les 3 ans qui ont passé, je prends 2019, 2020, 2021, nous avions la courbe des taux qui était en train de baisser. On était dans une courbe des taux qui arrivait à un taux de long terme à peu près de 5%. Aujourd'hui, on ne dépasse pas les 4 ou les
3,5%. Donc la courbe des taux est en train de baisser. Et donc ouais. le risque vient d'où? Le risque vient de la déclaration du gouverneur de la Banque centrale. Il vient aussi de la déclaration de la Fed. Si demain, le mai, on attend le mois de mai, si la Fed déclare une augmentation des taux d'intérêt, il y aura une augmentation de l'intérêt ou le coût de la dette au niveau international. Et également, il y aura une réaction qui sera faite par la Banque centrale. Et donc là, la dette intérieure, qui ne constitue pas vraiment une grande polémique par rapport, je dirais, à la gestion active du Trésor, va commencer à devenir une grande problématique. Surtout que cette dette publique, elle est détenue par les marchés de capitaux. Ça veut dire que si on regarde un peu ceux qui utilisent cette dette publique, on va trouver que ce sont les OPCVM, et nous allons trouver également, ce sont les banques. Et donc là, c'est l'épargne, entre guillemets, des Marocains qui est en train de... Voilà, qui pourrait être en risque. Bon, je ne vais pas utiliser le terme, mais je vais dire, il faut être vigilant par rapport à ça. Parce que l'épargne publique, c'est en quelque sorte, c'est un maillon très important dans la liquidité des marchés et aussi au niveau de la stabilité du système financier et surtout le système bancaire. Qui a quand même démontré une certaine résilience, oui, malgré la crise Covid-19. On sait, mais il faut attendre le choc. La résilience est, je dirais, égale au choc. Lorsqu'on dit résilience, c'est par rapport à quel choc? Ok. Si le choc est extrême... Pas le choc de 2008, parce qu'effectivement, on ne faisait pas vraiment partie de ce système financier au bancaire mondial. Le choc de 2008 n'a pas impacté directement le Maroc. On est attendu jusqu'à 2012. Oui, mais ce choc-là, oui, le choc de la Covid était un choc extrême. Ok, mais on était résilient parce que c'était pas un choc qui était vraiment directement lié à la structure, au modèle, business model des banques. Maintenant, si on est en train de toucher le business model qui est basé sur les filiales d'OPCVM, sur la manière avec laquelle on fait la politique monétaire, il ne faut pas oublier que tout l'argent que prennent les banques chez la Banque centrale, les 100 milliards, sont adossés à une garantie qui s'appelle le banc du Trésor. Si demain nous avons un problème dans les bancs du Trésor, bonjour les dégâts sur la structure des bilans des banques, la structure des bilans. Ah, la structure des bilans, oui, carrément. Oui. Parce que le mismatching que font les banques, il est basé sur le risque de taux d'intérêt. Absolument. Une réaction par rapport à cela, professeur Arafi, peut-être aussi par rapport à ces recommandations pour réduire la dette publique. Les recommandations émises par les FMI. Je pense qu'on connaît, c'est pas rien ce sont des recommandations classiques. Rien parce nouveau, que voilà. nous avons un problème structurel pour gérer notre dette. On sait pourquoi on s'endette et on ne sait pas comment il faut la rembourser. Bon, parmi les solutions les plus classiques et les plus directes, c'est le rééchelonnement que mon ami l'avait indiqué par l'augmentation de la duration et de la maturité de la dette. C'est-à-dire, je n'ai pas de l'argent maintenant, je vais essayer de rallonger la durée de remboursement. Qui dit rallonger la durée de remboursement, signifie la génération d'intérêt parce qu'il est calculé d'une manière complexe. Absolument. Du point de vue mathématique financière. Et donc, c'est pour ne pas compliquer les choses. Alors, la même chose, la gestion de la dette chez un ménage, une personne physique, elle est la même, c'est uniquement la terminologie qui change. Mais c'est la même réaction. Donc, vous avez une ardoise de dette, il faut savoir comment il faut l'avoir. Est-ce que d'abord, ce que vous avez comme une ardoise de dette, est-ce qu'il correspond à votre capacité de remboursement? Sinon, vous êtes frappé de l'insolvabilité. Parce que si l'État n'a pas la capacité de gérer sa dette... On est loin de ça, quand même. Oui, il va y avoir... on peut retomber dans la situation de l'Argentine en 2001 et de Liban actuel. Du Liban aujourd'hui. Alors, maintenant, c'est vrai, la grande question, le problème, elle est là. Le topo, tout le monde le connaissait. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très inquiétant. Mais il demande la vigilance, comme l'avait dit mon ami, c'est-à-dire que le taux de la dette extérieure, il est en train de grimper, parce que maintenant, quand on est en train de dépasser le seuil de 25% qui est le seuil international. Mais il ne faut pas oublier aussi la dette intérieure dans sa structure. Elle présente un grand risque pour l'économie marocaine. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de dette publique, vous avez bien fait de me rappeler par rapport au Trésor. Pourquoi on ne parle pas de dette interne? Parce que quand on parle de dette publique, on parle de dette extérieure, alors qu'elle ne représente pas plus de 25%. Oui, qui serait incriminé le premier lorsqu'on évoque la question de la dette interne? Je vous le dis franchement, les banques. Parce que les banques ne sont pas créées pour financer le Trésor. Tout à fait. Au niveau de la doctrine économique, les banques, ils sont faits pour financer l'économie. Et c'est parmi les grands handicaps de notre économie nationale, c'est qu'on ne sait pas qui finance l'économie. Et donc, il y a un effet d'évasion important. Au lieu de financer l'économie et de donner des investissements pour que les entreprises puissent avoir des financements, l'accès, on est en train de chercher le plus sûr qui est l'État, parce que c'est une dette qui est très bien garantie avec les sûretés, etc. Et chaque semaine, on organise les adjudications des bons de trésor. Et donc, qui dit mieux
Et donc maintenant, 75% de la dette intérieure, c'est une dette de la banque. Ce sont les banques qui empruntent à l'État. Et donc, c'est déjà un débat qui devrait être soulevé. Est-ce que, parce que ici, l'État, il cherche quelqu'un qui a de l'argent, qui est la banque, et les banques, ils cherchent un banque client où ils peuvent faire un bon emploi de leur trésorerie, et ça, mais qui va financer l'économie si on continue dans cette voie. Et donc, ce sont des choix qui ont été adoptés juste après, à l'occasion le PASS. Et donc, parce qu'avant, nous avons une pyramide où la dette extérieure était importante. Donc, il faut renverser la pyramide. Qui va nous financer? Ce sont les banques. Donc, les banques, elles travaillent avec quoi? Elles travaillent avec l'argent des dépositaires. Et donc, voilà. Ce dépositaire, il a besoin de l'argent aussi. Et donc, il va la demander à la banque. La banque, il a son argent, il l'a remis à l'État. Et donc, voilà, j'ai essayé de simplifier les choses. Bon, sur le plan technique, les choses ne passent pas comme de cette façon. Non, mais il faut qu'on comprenne. J'ai essayé de simplifier les choses, comment ça va. Maintenant, il y a une autre question qui est plus importante. Lorsque l'État, il demande l'argent, que ce soit au niveau du marché intérieur, du marché du capital, les banques, ou il demande au niveau du marché de maintenant, qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Qu'est-ce qu'il en fait? C'est pour ça qu'on parlait de création de richesse. Est-ce qu'aujourd'hui, la question se pose plus que jamais. Il y a certaines voix, même celle du Wali de Banque Maghreb, qui veut inverser la courbe, à savoir le pourcentage qui est dédié à l'investissement public versus celui qui est dédié à l'investissement privé, les inverser. 75-25%, mais on ne peut pas le faire en 10 ans. On ne peut pas le faire en une année, c'était un lapsus révélateur. Oui. Je ne pense même pas en 10 ans. C'est-à-dire que c'était un changement. Ce que vous dites là, détrompez-moi si elle a fait, c'est qu'il faut changer toute la structure de la création de richesse. C'est-à-dire que ce n'est pas grâce à l'investissement public, mais grâce à l'investissement privé. Tout à fait. Oui, mais on ne peut pas faire ça demain. D'abord, la question de la dette, c'est comme quelqu'un qui a des maux de tête. Mais le problème qui fait les maux de tête, c'est l'estomac. C'est un problème digestif. Oui. Au lieu de prendre des antalgiques qui vont adoucir un peu les maux de tête, il faut aller guérir votre estomac. Ouais. Et les maux de tête, ils vont s'arrêter. Alors, c'est la même chose pour la dette. Aujourd'hui, le problème de la dette, elle réside dans la croissance économique. Oui, ce que je disais. Elle réside dans le problème de la croissance économique. Elle réside de l'amélioration de l'indice ECOR. Et donc, aujourd'hui, je vous donne une petite comparaison. Quand vous empruntez, quand vous demandez, quand l'État, il réserve 96% de sa richesse pour rembourser la dette. Quand je dis 96%, la dette publique, ou la 80% signifie que j'ai 100 dirhams et je devrais consacrer 96 ou 94 ou 90 dirhams pour payer ma dette. C'est lourd si on dit ça à quelqu'un. Vous avez 100 dirhams et vous allez consacrer 90 dirhams. Mais c'est 90 dirhams par rapport à des engagements que cet État a pris. Et c'est pas ça ces engagements économiques et sociaux aussi. C'est pas ça le problème. Avec la notion de l'effet de levier que les gestionnaires le connaissent très bien, je peux m'endetter. C'est pas ça le problème, le fait de s'endetter. Mais qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Quand l'État il affecte ce qu'il avait emprunté dans l'investissement public lui, qu'est-ce qu'elle génère comme richesse? Mais c'est le rôle de l'État de générer de la richesse. Maintenant, voilà, ça c'est une autre question, tout aussi philosophique. Est-ce que c'est le rôle de l'État? Au niveau de l'investissement public, qu'on l'en veuille ou non, aujourd'hui, l'investisseur numéro 1 au Maroc, c'est l'État. C'est l'État. D'abord, il faut qu'on résolve ce problème-là. Parce qu'au niveau de l'indice ECOR, le Japon, l'indice ECOR, c'est 2,5. On a 7,2. Oui, c'est même pas la peine de partir jusqu'au Japon, même en face, en Turquie, etc., sachant que l'État aide quand même le secteur privé. Signifie que j'emprunte et ce qu'on appelle la TPF, le taux de productivité. Productivité des facteurs. Le taux de productivité, il est très faible chez nous. Signifie que, c'est-à-dire vous avez un investissement, c'est-à-dire vous allez créer de la richesse par le travail, par les infrastructures, par le matériel, par l'injection de financement. Quand vous mettez 7 000 euros, qu'est-ce qu'il vous donne comme résultat? Le résultat, il n'est pas satisfaisant au Maroc. Oui, je sais. Il n'est pas satisfaisant. Et donc ça, c'est le grand problème. Si on veut se débarrasser de la dette, ou réduire de la dette, il n'y a que le travail. Il faut être productif.
Vous n'avez pas d'autre solution. Oui. Mais on aspire à l'être. Hein. Vous devrez exporter. C'est pas l'ambition qui manque. Aujourd'hui, avec l'économie immatérielle, vous n'exportez pas parce que vous avez des agrumes ou vous avez du phosphate. Le phosphate ne génère pour le budget de l'État que 4% du budget de l'État. Ce n'est pas une grande chose. Mais nous sommes un pays fiscaliste. 86% de nos recettes sont de recettes fiscales. Et donc, recettes fiscales qui s'appuient sur l'économie de la demande, pas de l'offre. Oui. Et donc, comme on dit que ça ne marche pas, on ne va pas finir avec cette question de dette. Justement, on finit avec la question de fiscale. Voilà, j'aimerais avant tout revenir sur l'idée de, c'est un fait très important, c'est qu'il faut résoudre des problèmes qui sont structurels au niveau de la dette. Tout à l'heure, l'idée a été soulevée, c'est que la structure de l'endettement ou la dette interne est très importante à savoir. Lorsqu'on parle, je prends par exemple les OPCVM qui gèrent un peu les bons de trésor. Vous savez combien ils gèrent en termes d'argent, en termes d'épargne? Et en 2019, c'était 535 milliards de dirhams, presque 45% ou 48% du PIB. Qui est géré par les OPCVM, qui sont des filiales des banques. C'est ça. Ouais. Attention. Et qui gèrent quel argent? C'est l'argent des investisseurs institutionnels. Ça veut dire ma retraite, votre cotisation et tout. Et donc là, lorsqu'on parle, donc tout l'argent qui est généré par l'épargne publique, elle revient vers le Trésor à travers des canaux des marchés de capitaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, nous, en finance. Parce que la finance directe, ce n'est pas la finance indirecte. On ne le comprend pas. Et donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, le risque, c'est ici. Ça veut dire s'il y a un problème au niveau de la dette interne, s'il y a une décision de politique monétaire qui va entraver le problème, vous avez les caisses de retraite, vous avez les mutuelles, vous aurez les OPCVM et vous aurez le système bancaire qui va tomber en clash. Et là, on va parler d'un autre problème. C'est le problème d'instabilité financière. Et on peut aller vers une crise. Et ça va être une crise à contagion. Ça veut dire tous les secteurs... Qu'est-ce qui risque de déclencher cela? C'est uniquement un changement dans les taux d'intérêt. Attention, monsieur le gouverneur Louali, dans le dernier speech, il a parlé, attention, on a un problème par rapport au risque de taux. Et il l'a soulevé 2 fois dans 2 réunions, parce qu'il sait très bien de quoi il parle. Regardez la courbe des taux, il est en train d'aller vers le bas. À un certain moment où elle va se renverser, bonjour les dégâts. Ça veut dire qu'il faut que l'État, je parle du gouvernement là, il faut qu'il soit conscient que s'il y a un renversement de tendance au niveau de la courbe des taux, ça va entraîner avec lui le système financier, pas uniquement les banques. C'est le plus important pour nous, c'est les investisseurs institutionnels, parce que c'est là où il y a les retraites, c'est là où il y a les cotisations, c'est là où il y a l'épargne publique. J'ai parlé uniquement d'OPCVM, c'est 535 milliards. Et donc là, pour résoudre les problèmes, pour aller vers les solutions, je suis tout à fait d'accord qu'il faut revenir au problème de productivité. Mais de quelle productivité? Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu les statistiques des entreprises, les entreprises au Maroc, ils sont en situation, je ne parle pas des grandes entreprises, je parle des PME et des TPE. Et je pense que même dans le speech qui a été fait par monsieur le gouverneur au niveau du Parlement, lorsqu'il a parlé de ça, il a donné une situation critique sur la situation des TPE et des PME, surtout en matière de financement. Vous avez les banques du Trésor qui peuvent s'accaparer plus que 535 milliards de dirhams pour financer l'État par année. Et on cumule, je parle en cumul, mais vous avez les PME et les TPE qui ne trouvent pas des sources de financement et qui parlent toujours des problèmes de garantie, problèmes d'accès au financement, problèmes de trouver les marchés, etc., etc. Et vous parlez, je pense que c'est une ambition royale, c'est qu'on devrait aller vers les 2 tiers, le 1 tiers. Ça veut dire qu'il faut que le secteur privé revienne sur ça. Mais je pense, la première chose par laquelle je vais commencer, et je vais être pragmatique, il faut changer les textes de loi. Parce que vous avez les investisseurs institutionnels et l'épargne publique qui est obligée à investir dans les banques du Trésor. Il faut revenir au texte de loi. Pourquoi nous avons cette obligation? Pourquoi ne pas ouvrir le marché de capitaux à tout le monde? Très bien. Et pas uniquement les banques du Trésor. Malgré que je suis tout à fait d'accord avec Salah Rafi. Ça pourrait freiner la dette publique? Ça peut donner plus de diversification à la dette et plus de rentabilité aux investisseurs institutionnels. Très bien, merci beaucoup. Vous n'avez pas répondu à la question fiscale, mais il nous reste très peu de temps. Voilà, le rôle de la fiscalité dans le tout rôle de ça. la fiscalité, je pense, c'est une pierre angulaire. Ça veut dire parce que ça touche les Marocains. Parce que si vous avez une équité fiscale, si vous avez une égalité fiscale, si vous avez également un climat fiscal qui est attrayant, ça va améliorer l'investissement. Ça va permettre aussi, je pense que Arafi est plus expert que moi en termes de fiscalité, ça va permettre aussi d'attirer plus de capitaux. Parce que si on arrive, et tout à l'heure, M. Arafi, je ne vais pas m'attarder sur ça, il a parlé un peu des déficits jumeaux. Les déficits jumeaux, il faut revenir à ça. C'est-à-dire d'où vient le déficit budgétaire et d'où vient le déficit de la balance des paiements. Et donc là, si on arrive à avoir un climat des affaires, ça va nous permettre aussi de résoudre un problème qui est lié à la compétitivité et qui est lié aussi à la capacité d'avoir des investissements directs à l'étranger et qui peuvent résoudre un des déficits. Merci beaucoup, professeur Zakaria Ferrano. Merci, professeur Arafi. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je dis uniquement en question de la fiscalité. Je pense qu'il y a
un expert en fiscalité ou quelqu'un qui s'intéresse à la politique fiscale, il devrait avoir toujours des réponses à deux questions principales. Les réponses, les deux questions qui orientent la politique fiscale, qui faisaient cruellement défaut chez nous. On a des mesures fiscales, on n'a pas une politique fiscale. Très bien. C'est que, il faut que ce système fiscal soit redistributif. Il permet la redistribution de la richesse. Deuxième question, il faut que ce système soit capable de corriger les externalités macroéconomiques qui n'apparaissent pas dans la comptabilité publique. Je pense qu'on n'a pas l'occasion d'expliquer ceci, mais peut-être une autre fois. Certainement. Je vous prends au mot. Merci, professeur Rafi, professeur Ferrano. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est toujours enrichissant, surtout, d'y comprendre un peu mieux à nos finances publiques. Merci et on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de Questions d'Actu. À tout de suite. Adjugé, vendu. Twitter est passé sous le giron du milliardaire américain Elon Musk. Beaucoup d'encre a coulé à ce sujet avant, pendant et donc après ce deal. Pourquoi la liberté d'expression totale prônée par ce milliardaire inquiète-t-elle autant? À quoi pourra ressembler Twitter après l'acquisition par Elon Musk? Imro El-Qais Talha-Jibril, chercheur et analyste en actifs numériques et blockchain, répond à nos questions ce soir. Bonsoir Imro El-Qais Talha-Jibril, merci à vous de vous joindre à nous sur ce plateau. Bonsoir Khadija, merci encore une fois, j'apprécie l'invitation. Merci à vous de l'accepter, toujours un plaisir de vous recevoir. Si on parlait, avant de parler de cette histoire d'acquisition, et avant de commenter cette une du Time, si on parlait de l'histoire d'Elon Musk avec Twitter, il y a des tweets d'Elon Musk qui ont coûté très cher aux milliardaires, mais pas que. J'ai envie de vous dire qu'ils m'ont coûté aussi personnellement très cher. Elon Musk, bon, c'est déjà 86 millions de followers. Ouais. Il a toujours trouvé que la plateforme était une très belle interface pour faire de la pub pour ses entreprises, que ce soit Tesla ouais. ou que ce soit SpaceX ou Boring Company, etc. Donc pour lui, ça a toujours été une plateforme de libre expression et qu'il a toujours vu que Twitter utilisait des techniques, on va dire, de censorship qui n'étaient pas alignées avec sa vision des choses et qui rejoint aussi les conservateurs américains dans ce sens. Parce qu'ils ont toujours vu que comment Twitter modérait la plateforme en fait, était surtout discriminatoire envers les voix conservatrices. Quand vous dites conservateurs, c'est les républicains américains. Très bien. Et non pas, oui. Et non pas les démocrates, nous allons revenir sur les réactions. Bon, avant de parler de à quoi ressemblerait Elon Musk, parlons du processus du rachat. Il y a eu cette proposition qui a été déjà annoncée de manière assez étrange. C'était pendant un TEDx, c'était lors d'une discussion dans une université, il me semble. Oui, exactement. Et Elon Musk décide d'annoncer cela devant des étudiants et devant, bien sûr, parce que c'est filmé, voilà, je veux racheter Twitter. La première réaction a été du conseil d'administration, un ex-membre du conseil d'administration qui dit non, on ne veut pas d'Elon Musk et on va tout faire pour qu'il ne rachète pas. Alors si on revenait un peu sur la chronologie de ce rachat, Imro El-Qais, et pourquoi il y a eu beaucoup de tensions autour de ce rachat. Alors très bien. En ce qui concerne le timeline du rachat, en fait, il a fait une proposition d'achat en tant qu'investisseur passif. Il a acheté justement 9% de l'entreprise. Et c'est là que, en fait, on a commencé à avoir un peu des tremblements par rapport à est-ce que Elon Musk veut racheter toute la compagnie? Est-ce qu'il va faire partie du board? Est-ce qu'il va commencer à influencer les décisions de l'entreprise, etc. Et après, on a eu un backlash par rapport à ça. Alors, l'entreprise a décidé, une fois qu'il a racheté une deuxième part au bout de 15%, l'entreprise a décidé de faire ce qu'on appelle un poison pill ou une pilule poisonneuse. Et dans ce sens, c'est de prendre, et ça c'est une technique qui a été utilisée, créée par les entreprises depuis les années 80, et qui a surtout été utilisée pendant la crise du Covid, en mars 2020, parce que les entreprises avaient peur du takeover, du hostile takeover, ça veut dire quand les entreprises... OPA hostiles. Exactement, et en fait, ils ont décidé en fait, c'était plus un bluff qu'une réalité, mais c'était pour empêcher que Musk achète toute l'entreprise, et cela en diluant sa part de marché en vendant des actions à moins 50% aux investisseurs. Et donc ça, c'était plus, on va dire, un bluff tactique et non pas une réalité. Après, je ne sais pas pourquoi je mentionne Trump, mais Elon Musk a décidé de
d'offrir un premium, c'est-à-dire un prix qui est au-dessus de l'action de Twitter, qui était de 54,20 $ par rapport à une performance, on va dire, pendant l'année. Le Twitter, l'action a fait du all-time high à 80, elle est descendue jusqu'à 30-35, et quand il a fait la proposition, c'était autour de 40 $. Donc au final, c'est l'argent qui prône, c'est les investisseurs. Ils ont fait pression parce que le deal était bon, dans le sens où ils ne voyaient pas l'action en bourse monter beaucoup plus haut pendant cette année. Et donc au final, c'est les investisseurs qui ont fait pression sur le board pour qu'ils vendent. Il n'avait plus le choix finalement, ce conseil d'administration de Twitter, que de céder. Le choix, pression. En fait, on va dire que d'un point de vue économique, non, ils n'avaient plus le choix, mais c'est surtout le fait que l'opinion publique était là. Mais pourquoi vous allez contrer quelqu'un qui veut rendre la plateforme une plateforme de libre d'échange ou libre d'expression? Mais au-delà de ça, si vous dites que effectivement l'action a été vendue à ce prix-là, alors qu'elle ne pouvait pas dépasser 40 $, même si, avec les meilleures annonces, au bout d'un moment, on peut même les poursuivre en justice, ce conseil d'administration. Oui, on peut le poursuivre en justice par rapport au fait que le board n'est pas le meilleur intérêt des stakeholders ou des actionnaires de l'entreprise. Et ça, c'est une façon de le faire à travers les SEC, etc. Mais n'empêche, je trouve que c'est dans tout genre dans ce genre de deal, on a toujours, on va dire, de l'ammunition qu'on utilise pour faire peur de l'autre côté et pour avoir un effet de levier. Pour pouvoir négocier un meilleur prix ou un takeover qui soit avantageux à une partie ou l'autre. Est-ce qu'on l'a vu venir? Très bonne question. Moi, je dirais que non. N'empêche, ma vision personnelle, c'est que je n'étais pas surpris de voir que Elon Musk voulait racheter au moins une petite partie de l'entreprise. Mais là, vouloir racheter toute l'entreprise, pour moi, c'était un peu... c'était très osé de sa part. D'une part, parce que l'entreprise n'est pas forcément... n'accroît pas sa user base, donc il n'y a pas plus d'utilisateurs de Twitter. Le revenu basé sur les advertisements, les pubs, les publicités, etc., ne sont pas aussi bien faits. Et d'ailleurs, il l'a mentionné. Ça a été quand même annoncé, ça a été lancé en 2010. Et c'est un modèle qui n'a toujours pas pris sur Twitter, contrairement à d'autres plateformes. Oui, parce que les autres plateformes, c'est très facile de vendre, on va dire, un produit sur Instagram parce qu'on regarde des images, etc. On vend Facebook parce qu'on connaît exactement c'est qui notre target base ou les gens qu'on veut, notre audience. Mais par rapport à Twitter, comment peut-on monétiser les idées? Et ça, c'est une très, très bonne question. En tout cas, Elon Musk considère que sa mission par rapport à ça, ce n'est pas pour faire du profit, il l'a clairement dit. C'est très intéressant de voir que quelqu'un puisse mettre 21 milliards en cash pour une entreprise qui n'a pas de profit. Le reste a été levé. Oui, le reste a été ce qu'on appelle leverage buyout, c'est-à-dire que ça a été fondé par des banques d'investissement comme JP Morgan, etc. Mais en ce qui concerne, ça lui donne plus de légitimité par rapport à cette question de comme quoi Twitter c'est une place de ville digitale et qu'on n'a pas le droit en tant qu'entité centralisée de décider qui peut parler et qui ne peut pas parler. Et que finalement, la désinformation, la misinformation n'est pas quelque chose qu'on doit contrôler aux dépens de certaines voix. Surtout les voix conservatrices aux États-Unis. Celle de Donald Trump. Notamment Donald Trump. Parce que, in fine, la voix qui a été, disons, tue et dont on a beaucoup parlé, c'est celle de Donald Trump, dont le compte a été tout bonnement suspendu. Oui, d'ailleurs, j'avais fait un tweet par rapport à ça et j'avais trouvé que malgré ce que les gens pensent, je pensais que c'était une très mauvaise idée de bannir Trump de la plateforme parce que ce n'est pas à une entreprise de décider. N'empêche, l'entreprise vous dit clairement que si vous acceptez les termes et les conditions, vous acceptez le fait qu'on puisse vous virer tout simplement de la plateforme, même si vous êtes président. Et je pense que c'est un peu trop de centralisation de pouvoir dans une seule plateforme. Plateforme sociale. Et donc, finalement, ces termes, qui les met en place? C'est généralement le board et c'est généralement maintenant... Qui constitue ce board? Le board, c'est constitué. Il y en a qui sont secrets, il y en a qui sont publics. Est-ce que c'est purement économique? Est-ce que c'est purement pour régir un peu l'éthique ou c'est clairement politique aujourd'hui? Parce que même la guerre pour le rachat, selon nombre d'observateurs, c'était purement politique, hein, le nom du board, finalement. En fait, il faut un peu revenir
vers le fondateur, c'est Jack Dorsey. Dorsey. Oui, et Jack Dorsey, en fait, je dirais que c'est un libertarien dans ce sens. Ça veut dire que, en fait, c'est un libertarien, ça veut dire que son idéologie a primé pendant des années sur Twitter, mais à un moment, c'est toujours l'argent qui prône. Si on pense que le Il est modèle... libertarien tout autant qu'Elon Musk, peut-être. Ah, ça, je ne pourrais pas décider. Parce que c'est ce qu'on reproche à Musk aussi hein, dans la presse aujourd'hui. Oui, la presse de gauche, la presse libérale, et non pas la presse de droite. Donc, c'est très mitigé. Et donc, voilà. Mais en tout cas, en ce qui concerne Jack Dorsey, ça a toujours été quelqu'un qui prônait la liberté d'expression. Mais n'empêche, quand vous savez que toutes les entreprises, justement, comme Google, Alphabet, Meta, etc., sont, on va dire, dans un environnement en Californie, de Silicon Valley, de jeunes libéraux, entrepreneurs, etc. Donc il y a une certaine idéologie derrière. Et donc je trouve que, en fait, c'est vrai que ces voix conservatrices sont silencées parce que généralement il y a une sorte de groupthink, on va dire, ou on va dire une écho d'idéologie chez ces gens-là qui sont en Californie et qui sont un peu détachés, par exemple, de l'Amérique profonde ou du reste du monde. Et qu'en est-il du reste du monde, justement? Et qu'est-ce qui va changer pour les utilisateurs de Twitter du reste du monde? Parce que là, on parle que des États-Unis, que de la Californie. Bien sûr, c'est de là où tout a commencé, n'est-ce pas? Mais quid de nous, ici, au Maroc, en Indonésie, en Australie? Alors moi, je pense que quelques propositions que Elon Musk a proposées sont très intéressantes et je pense qu'ils seront de valeur pour l'entreprise. Notamment le fait de publier l'open source, le fait qu'on peut publier le code et l'algorithme. Ça veut dire que n'importe quel développeur peut rentrer et lire l'algorithme et comprendre exactement pourquoi il reçoit les tweets et il voit certains tweets par rapport à d'autres. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une première? Pas vraiment, mais pas pour les très très grandes entreprises. Ce n'est pas le cas pour Facebook, par exemple. Voilà ce que j'allais demander. Non, mais Twitter a été open source to a certain extent, à un certain degré. Okay. N'empêche, lui, il propose de vraiment rendre ça très open source, un peu comme les blockchains, d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi une autre proposition, et il a dit comme quoi il voulait complètement en finir avec les bots et tout ce qui est spammer, et faire une vérification humaine. Alors là, bon, c'est très mitigé parce qu'il y a des personnes qui voudraient justement garder l'anonymat dans le Twitter. Et de deux, enlever les bots, c'est une bonne chose dans le sens où ça combat tout ce qui est trolling, tout ce qui est spamming, etc. Et je trouve que vraiment ce qu'il cherche à faire, c'est vraiment par rapport à son utilisation personnelle de Twitter. Et dans ce sens, dans le son sens, expérience. C'est son expérience en tant qu'utilisateur. Et quand il fait un tweet, on a généralement des milliers de personnes qui sont des trolls, qui sont en train de ou faire des blagues ou des memes, ou lui demander des questions ou de le spammer. Et donc, je pense que vraiment, il s'en prend aux gens qui le spamment. Et il met l'argent où son intention est, on va dire. Donc, alors, justement, quelle serait son intention? Parce que c'est le big question mark, c'est la grande question. Et j'aimerais bien qu'on commente dessus, d'ailleurs, cette une du Time, où, en effet, ils disent « What everyone gets wrong about Elon Musk ». Tout ce que tout le monde a faux sur Elon Musk. Donc, en fait, c'est pas pour libérer, parce que là, du coup, il a mis les oiseaux dans une cage. C'est pas pour libérer la parole, mais plutôt pour la contrôler. Je pense que c'est déjà le cas. Alors, et je trouve que cette caractérisation, après, ça c'est un avis personnel, est fausse. Parce que, disons que les tweets, c'est plus, il va plus consolider les données. Et ça, ce qu'il va en faire, ça, on ne sait pas vraiment. Il ne sera pas le premier, ni le dernier à utiliser nos données. Le contrôle des données est une, on va dire, force majeure, politique, économique, sociale, etc. Bien sûr. Mais lui, par contre, il veut rendre Twitter tel qu'il était avant. Parce que Twitter, en 2010, justement, était une libre plateforme pour tout le monde, pour qu'ils puissent parler, alors que maintenant, c'est plus par rapport à vos intérêts, vos likes, tout ce qui est algorithmique par rapport à vos... Et donc, vous vous retrouvez dans des echo chambers qui ressemblent à ce que vous voulez. Et non pas... et vous n'avez pas accès, justement, à ces voix qui sont dissidentes ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. C'est intéressant que vous souleviez ça, parce que l'ancien président américain... Vous avez quelque chose à ajouter, peut-être? Oui, mais allez-y. Alors, non, juste par rapport à ces voix-là, et c'est quand même étrange que la veille de l'annonce de ce deal, l'ancien président américain, Barack Obama, parle de démocratie, de liberté d'expression. Oui. Pourquoi? Parce que le timing, il est quand même assez étrange et la coïncidence n'est pas aussi, j'ai envie de dire... bénigne. Bénigne et surtout innocente. Ok, voilà, alors... Je pèse mes mots.
Alors, ce que j'ai envie de dire sur ce sujet, c'est très simple. Pour rester encore un peu une fois dans le cadre américain, Ouais. c'est justement très politique et justement ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport aux voix conservatrices. Les républicains, pendant leurs hearings, pendant les audits qu'ils ont fait avec Jack Dorsey, avec Meta, etc., ils ont toujours dit comme quoi les voix conservatrices ont été silencées par rapport par ces plateformes. Et donc, en fait, Twitter représente, en fait, en général, l'avatar du Twitter, c'est un jeune libéral politiquement actif. Ouais. Et donc, les conservateurs pensent qu'au final, la modération qui a été faite, qui disent que c'était soi-disant contre la xénophobie, tout ce qui est hate speech, désinformation, etc., en fait, a favorisé justement ces voix libérales et non pas les non-libérales. Alors que Musk dit qu'en fait, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je veux que vous restiez sur cette plateforme parce que c'est tout le concept de freedom of speech. Il prend une perspective de la liberté d'expression qui est très républicaine et très américaine dans le fond, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a, Et justement, donc les démocrates pensent qu'avec cette libéralisation du free speech, ils vont perdre une certaine part de l'électorat et dans les prochaines élections, surtout qu'on parle des midterms maintenant qui sont très très proches, et donc ça joue dans la question politique. Donc c'est pas forcément bénin dans le sens. Voilà, et innocent. Pourquoi des groupes de défense des droits de l'homme ont exprimé des préoccupations sur notamment les discours haineux et tout, pour ne citer que Human Rights Watch? Parce qu'ils pensent qu'une fois qu'on laisse libre arbitre, on laisse, on va dire, tout le monde parler, généralement, ça se répercute, on va dire, d'une façon plus accentuée vers les minorités, que ce soit les Noirs américains, par exemple, ou les minorités dans d'autres pays, comme les Rohingyas en Myanmar, ou etc. Donc, généralement, ils pensent qu'ils associent la libération de la voix, on va dire, libre par rapport à n'importe quelle personne puisse parler, généralement donne lieu, on va dire, à beaucoup plus de haine et de xénophobie, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris cette approche de dire qu'au final, la libération du speech n'est pas une bonne chose parce qu'elle heurte beaucoup les droits humains. Oui, mais c'est un droit humain aussi. Oui, c'est un droit humain. C'est juste... Mais après, personnellement, je pense qu'on est en train de virer aussi vers la décentralisation des social media. C'est déjà le cas. Est-ce que décentralisation veut dire dérégulation? Non. Ça ne veut pas dire dérégulation. C'est bien de préciser oui, cela. parce que maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle le DSO, le Decentralized Social Network, et c'est généralement c'est une entreprise qui laisse les développeurs développer des social networks qui sont décentralisés et qui sont, on va dire, contrôlés par ce qu'on appelle les DAOs, les Decentralized Autonomous Organizations, donc des organisations autonomes, décentralisées, qui sont régies par un code et donc une constitution que personne ne peut changer et qu'on pourra voter. On ne peut pas voter maintenant si on est d'accord avec Elon Musk ou pas, mais dans la nouvelle génération des réseaux sociaux, on pourra le faire. Est-ce que c'est pour ça que... Parce qu'il y a une réaction aussi de l'Union européenne au lendemain de cela, c'est qu'ils menacent, c'est par rapport à cette régulation, ils menacent Twitter, clairement, hein, de perdre 445 millions d'utilisateurs, c'est plus que les utilisateurs aux États-Unis. Oui. Est-ce qu'ils peuvent vraiment passer à l'acte? Est-ce que ça ne serait pas aussi contraire à la liberté d'expression? Parce que c'est très tricky, finalement. Oui, est-ce qu'il faut libérer la parole ou pas assez Oui, absolument. Je trouve que ces questions philosophiques, on va dire, au-delà de ma propre compréhension, honnêtement, de ma propre analyse, mais ce que je dirais, c'est que je trouve que c'est quand même une tactique politique de la part de l'Union européenne, et ils disent qu'en fait, on veut que vous respectez nos propres souverainetés, on va dire, de propres régulations, et que si vous ne vous pliez pas à ça, en fait, on vous risque de faire... Mais je pense que l'apport économique que Twitter apporte à l'Europe est plus grand que ce que l'Europe pourrait risquer de le bannir. Et de le faire, ça serait en fait montrer que les Européens ou l'Union européenne vire un peu vers l'autocratie, si je puis dire. Donc, ce ne serait pas le premier milliardaire qui achète un groupe de... Si on peut considérer Twitter comme un média. Il y a Jeff Bezos qui a acquis Washington Post. Oui, mais Jeff Bezos n'a jamais Personne agi... n'en a parlé. Si. Enfin, pas autant. Pas autant, clairement. Pas Twitter, parce clairement. que Elon Musk, en fait, est très peculiar. Il est très particulier, très spécial comme personne. Disons que
c'est un génie mal compris, on va dire, et qu'il a toujours utilisé, on va dire, des tactiques et des choses qui n'ont pas été forcément bien vues. Mais par contre, sa communauté, la communauté des gens qui sont fans de lui, sont très, très, très hardcore par rapport à ce qu'il fait. Et donc, ce n'est pas n'importe quel milliardaire, ce n'est pas Jeff Bezos. Je trouve que, par exemple, Jeff Bezos est beaucoup plus discret que Elon Musk. Il n'utilise pas Twitter voilà, et Washington Post a une certaine crédibilité et Jeff Bezos, en tant qu'investisseur et acheteur du journal, n'a jamais intervenu et n'a pas le droit d'intervenir justement dans la ligne éditoriale du journal. Mais il n'y a pas de ligne éditoriale sur Twitter non plus. Le Twitter, c'est un forum et non pas un journal. Donc c'est une différenciation très, très... je pense que Elon Musk veut idéologiser, on va dire, ou idéaliser sa vision de freedom of speech, ou la liberté d'expression. Mais en tout cas, pour Bezos, c'est plus, on va dire, un prestige. Et je pense que Elon Musk ne le voit pas en tant que tel. Il le voit vraiment en tant que tel. Parce que si vous regardez tous ces projets, c'est tous par rapport à l'avancement de la race humaine. Que ce soit envoyer des fuseaux en Mars, que ce soit créer des tunnels ultra rapides, que ce soit créer la prochaine génération de batteries et de voitures électriques. D'hommes hybrides aussi, parce qu'il veut créer des puces à installer sur les cerveaux humains. Ça a créé aussi la polémique. Oui, tout ce qui est intelligence artificielle. Donc au final, ça va avec la lignée des projets, on va dire, ambitieux de ce que Elon Musk. Et il pense que la plateforme devrait être quelque chose d'ouvert et de open script, open source. Donc... ce n'est pas, comment dire, il n'y a pas de paradoxe par rapport à sa vision, par rapport à ses autres entreprises. Par contre, Tesla a pris un gros coup du coup, parce que les gens ont peur que le deal ne passe pas. D'ailleurs, légalement, il ne l'a toujours pas acheté, il faut le préciser. Ça va prendre 6 mois, il faut que les régulateurs acceptent et il faut que, on va dire que ces parts de marché qu'il met comme collatéral puissent être toujours à un certain prix pour qu'ils puissent donner l'argent pour acheter. Donc, pour l'instant, il y a toujours un manque de financement d'à peu près 12 milliards qu'il est en train d'essayer de combler à travers des amis de milliardaires, etc. Et ça sera à travers une assurance des parts de marché, de ses propres actions de Tesla. C'est pour ça que d'ailleurs le cours de Tesla a baissé, parce que les gens pensent qu'il est en train de se overstretch, ça veut dire qu'il est en train de se mettre dans trop d'entreprises et peut-être qu'il ne sera pas focalisé sur les buts ou les missions de ces entreprises-là. Et qu'en est-il de la crypto? C'est un fervent défenseur de la crypto. D'ailleurs, le cours du Doge... Dépendamment de son mood, en fait, je dirais. Pourquoi cela si on regarde le dernier crash, le premier crash, pas le dernier, on va dire en 2020, c'est lui qui avait tweeté comme quoi il n'aime pas Bitcoin et que Bitcoin consommait trop d'énergie. Absolument. Et c'est là qu'on avait vu un crash massif. Et donc, depuis, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu des discussions avec Michael Saylor, etc. Et ils ont fait un effort par rapport à ça. Alors... il est fan de la crypto, mais d'une façon un peu... on n'est jamais sûr est-ce qu'il est vraiment sérieux ou pas. Parce que pour prendre Dogecoin, par exemple, qui est un peu la communauté qui le représente et la crypto qu'il représente, Dogecoin, ça reste un meme coin, excusez l'expression, mais un shitcoin aussi. Et donc, en fait, ce n'est un coin qui n'a aucune utilité. Et malgré ça, il a poussé les gens à investir massivement dessus et à dire comme quoi ça pourrait être un paiement, etc. Qu'est-ce qu'une crypto qui a de l'utilité? Ok, très bonne question. Une crypto qui a de l'utilité, je peux vous dire, je pourrais passer des heures pour parler de ça, mais en gros, c'est une crypto qui sert exactement à ou payer des validateurs, ou à être utilisée pour faire des transactions, ou pour être, par exemple, dans le sens de Theta, c'est le nouveau YouTube, on va dire. Tous les gens qui utilisent leur bande passante se font payer en crypto pour faire, pour, on va dire, créditer leur bande passante. Donc, c'est une crypto qui a vraiment de l'utilité. Une crypto qui n'a pas d'utilité, c'est juste une crypto qui permet de faire un transfert de valeur sans pour autant être utilisée dans un écosystème ou dans un exchange pour donner de la liquidité, etc. C'est le cas de Doge. C'est le cas de Doge. Mais elle a augmenté de manière quand même exponentielle. En tout cas, à 2 chiffres, plus de 27%, 30%. Oui, après l'annonce de... Est-ce que c'est une bonne chose pour les détenteurs de... Alors, il faut dire que le all-time high de Dogecoin est à peu près, je pense, à 3 dollars. Non, pardon, excusez-moi, 70 cents. Et quand elle a augmenté, elle est passée de 13 cents à 18 cents. Donc, ce n'est pas une explosion énorme parce que ce coin, en fait, a fait que perdre de la valeur depuis quelques mois maintenant. Et donc, ce petit pump, en fait, relativement au prix,
n'est pas vraiment si intéressant que ça. C'est juste que la communauté se sont réjouis et donc forcément les gens spéculent que le cours va monter parce que c'est quand même leur champion, même des fois ils l'appellent le dieu, qui a justement acheté Twitter et donc forcément qui va parler plus de Dogecoin et donc forcément peut-être au long terme augmenter c'est de la pure spéculation et d'ailleurs le cours a complètement descendu depuis. Un dernier mot, toujours sur ce rachat de Twitter par Elon Musk, si on devait le résumer en quelques mots, Amr El-Kaïs Talha Jibril, pour finir cette discussion. Ok, je dirais que c'est une riche personne qui veut, on va dire, qui a une vision par rapport à comment la liberté d'expression devrait être. Essaye de l'appliquer sur une plateforme qui est déjà connue mondialement. Mais après, ce qui est drôle, c'est que juste après, il dit comme quoi peut-être que je devrais acheter Facebook et l'enlever. Et donc, et le delete. Et le delete, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, après, je pense pas. Il l'a vraiment pas acheté pour du profit, parce que clairement, personne n'aurait donné autant de premium par rapport au prix de l'action. Et donc, je pense que vraiment, il veut que ça revienne vers, on va dire, le mouvement initial de Twitter, on va dire, où la mission initiale, c'est de pouvoir donner voix à n'importe qui dans le monde. Et encore une fois, une vision conservatrice de la liberté d'expression. Et éditer un peu la vision qu'on connaît de Twitter ces 5-10 dernières années. Et éditer, d'ailleurs, on peut éditer aujourd'hui. Oui. Si ça passe. Pour Elon Musk, c'est parmi les choses qu'il a proposées, c'est de pouvoir éditer son tweet avant de le... Oui, mais est-ce que 44 milliards en vaut la peine pour éditer un bouton? Enfin, je ne sais pas. Oui, absolument. 44 milliards pour 480 caractères. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée.